bienvenue, c'est le Culture Mag, votre rendez-vous avec les arts, la culture et le lifestyle. Dans ce journal, on va voir comment Astérix parle couramment hébreu. La semaine dernière, la nouvelle BD a fait son entrée mondiale, 4 millions d'exemplaires, traduite en 20 langues. Le papyrus de César fait déjà un carton. En Israël, les versions d'Astérix ont pris du retard, mais qu'importe. Nous allons voir avec sa traductrice comment les expressions typiquement françaises sont traduites en hébreu. Au sommaire, également portrait du plus sensuel des créateurs de mode, Albert Elbaz. Il a montré son printemps-été à Paris pour la Maison Lanvin, un hommage rétrospectif au plus grand hit de la célèbre maison. Le Culture Mag y était. Et puis, nous vous proposerons un focus sur Dieu. C'est toujours bien d'avoir Dieu de son côté. Dieu est noir, il s'appelle Morgan Freeman. L'acteur est en visite en Égypte, directement envoyé du ciel. Vous verrez comment et pourquoi. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité. Direction Tunis, au musée du Bardo. Les jurés du célèbre prix Goncourt y ont posé leur vénérable siège pour voter et annoncer la 3e et dernière liste du plus important des prix littéraires. Il y avait 6 finalistes dans cette sélection. La seule femme en lice est Nathalie Azoulay. Nous l'avons reçue dans le Culture Mag. Voter à Tunis, au Bardo, est un geste fort de la part des Goncourt. Pour mémoire, ce musée avait été frappé en mars par un attentat terroriste. C'est une façon pour les académiciens tels que Bernard Pivot, je cite, de dire au revoir aux Tunisiens et à leur démocratie naissante. Il a dit « Soyez fermes, les principes de liberté de penser, d'écrire et de parler sont essentiels ». De Tunis, on part en Égypte. Dieu y a fait son apparition et figurez-vous qu'il est noir. L'acteur Morgan Freeman est au pays des pyramides, directement envoyé du ciel. Le récit Daniel Campos avec Sandy Fortis. Ce n'est pas sa première fois au Moyen-Orient. Morgan Freeman s'était déjà rendu en Égypte avec Jack Nicholson pour le tournage de Sans plus attendre, sorti en 2007. Avant ça, il surveillait la région en tant que Dieu dans le film Bruce Tout-Puissant. Puis dans Evan Tout-Puissant. La situation au Moyen-Orient s'est d'ailleurs peut-être détériorée depuis que Morgan Freeman ne joue plus le rôle du créateur suprême. Cette fois, l'acteur est de retour dans la région pour le tournage de L'Histoire de Dieu, un documentaire monumental explorant la quête de l'humanité pour comprendre le divin. Morgan Freeman est le producteur exécutif du documentaire, en association avec Laurie McCreary, avec qui il a fondé la société de production de films indépendants Revelations Entertainment en 1996. James Younger de la chaîne National Geographic fait aussi partie du projet. Morgan Freeman sera également le présentateur de ce documentaire qui se lance dans une exploration de Dieu en se plongeant dans des expériences et des rites religieux aux 4 coins du monde. Des expériences qui peuvent déranger, la présence de l'équipe de tournage en Égypte a fait quelques remous. Selon le journal Al-Haram, les autorités égyptiennes auraient interrogé les membres de l'équipe, ajoutant qu'ils n'avaient fait aucune demande de permis de tournage. Une information toutefois démentie par l'agence de presse gouvernementale. Après avoir visité les pyramides de Gizeh dimanche, Morgan Freeman s'est rendu en Israël pour tourner à Jérusalem, au mur occidental. Un tournage qu'il a refusé d'annuler malgré le climat de tension, les nombreuses attaques terroristes et tous les bouleversements que subit la vieille ville, sans oublier les nombreux appels de boycott lancés par le BDS. Une décision qui prouve l'importance de ce projet pour l'acteur de 78 ans. L'Histoire de Dieu devrait être diffusée sur les chaînes National Geographic et Nat Geo Mundo, courant 2016. Et une autre grande visite attendue dans la région, c'est celle de l'acteur Sean Penn. Il viendrait en Israël, ce serait son premier voyage dans le pays. Sean Penn viendrait en Israël pour aider le pays dans la lutte contre le sida. À suivre, comment on dit Astérix en hébreu. Nous parlerons avec sa traductrice israélienne. Mais en attendant, focus sur le coup de mode du mois, Karine Roitfeld et sa capsule Léa Bouchoucha.
Ça va être l'une des collections capsules les plus courues du moment, celle de la puissante Carine Roitfeld pour la marque fast fashion japonaise. Qu'est-ce que l'ex-grande patronne du Vogue français a bien pu imaginer pour nous? Carine Roitfeld signe une collection exclusive pour la griffe japonaise Uniqlo. La quintessence de la parisienne, prêtresse du porno chic au regard toujours fumé, traduit son univers dans une collection abordable. Un must-have de l'automne 2015. Particularité, une quarantaine de pièces innovantes et confortables, un style direct, des matières choisies et de haute qualité. De la jupe en cuir crayon, un manteau ajusté léopard, en passant par un par-dessus en fausse fourrure, la ligne de vêtements sexy et chic a des allures de garde-robe idéale. De 7,90 € à 179,90 €, les modèles seront disponibles dès la fin du mois dans les points de vente de la marque ainsi qu'en ligne. Autre mastodonte mondial, Astérix, la fierté française. Vous n'avez pas pu y échapper, le 36e album est sorti dans Le Monde, tiré à 4 millions d'exemplaires. Ce papyrus de César confronte le petit Gaulois et son gros copain à la liberté d'informer. Traduit en 20 langues, on a voulu savoir comment des expressions typiquement françaises étaient adaptées dans d'autres langues. Nous sommes avec Dorit Dialotte. Bonjour. Bonjour Valérie. Alors Dorit, avec votre complice Saï Charka, vous avez traduit par le passé des Astérix en hébreu. Sur quel mot on bute quand on traduit Astérix en hébreu? Je ne peux même pas dire, Valérie, qu'on bute, c'est une grande passion. Dès la première page, on sait qu'on va avoir affaire à beaucoup de problèmes de mots, des noms un peu, des jeux partout, beaucoup de malice, beaucoup de complicité. Et nous avons travaillé sur chaque planche très minutieusement. Nous en avons reçu des compliments d'ailleurs. Et nous avons d'abord commencé par les noms de nos personnages. Il y a eu par exemple... Oui. Non, alors justement, comment on traduit, par exemple, je ne sais pas, voilà, non, Astérix Obélix, bien sûr, non, mais je veux dire, les mots, genre les expressions, partoutatis, par exemple, comment on garde cet esprit franchouillard tout en l'adaptant à l'esprit hébreu, à la langue hébraïque? C'est ça le plus gros travail, vous avez très bien dit, c'est d'adapter les choses quand même à l'israélienne tout en restant quand même français et gaulois. Les noms, par exemple, d'Abraham Courcis ont été hébraïsés, comme par exemple, Abraham Courcis est devenu Dagoulix, qui est un peu comme De Gaulle, et Dagoul qui veut dire en hébreu grand, Bonne Mine qui est devenu Vitamine, Panoramix qui est devenu Hachafix, qui est un champion, et puis il y a eu aussi ordre alphabétique, qui est devenu Irsdrix, qui est le jeu d'Oxo, et Irs veut dire en hébreu c'est dégoûtant. Voilà. Est-ce que, Dorit, est-ce que vous pensez que les Israéliens savent un petit peu que ce personnage d'Astérix, créé par Uderzo et surtout par René Goscinny, c'est une métaphore du petit juif qui résiste? Tout à fait. Je crois, Valérie, que c'est là le secret. En général, la bande dessinée n'est pas quelque chose, malheureusement, de très populaire en Israël. Et par contre, Obélix et Astérix ont une très grande place dans le cœur et dans les librairies israéliennes. Peut-être justement parce que c'est un petit village entouré, pas très parfait, qui se moque de lui-même et qui est finalement aussi très humain. Je crois que ça joue beaucoup. Et ils sont tout à fait conscients du fait que c'est français, mais avec une très belle identification quand même. Combien de temps, Dorit, ça prend de traduire un Astérix, et combien de temps ça vous prend de traduire un Astérix en hébreu avec votre compère? Absolument, avec mon compère qui est Saï Charka, qui est un des meilleurs BDistes en Israël, et qui lui-même a une série qui est biblique et qui ressemble très fort à Astérix, qu'il admire beaucoup. Ça nous prend à peu près 3 mois. 3 mois pour jouer avec, par exemple, il y a toutes les chansons qu'il faut changer. Vous savez qu'on a là Assurance Tourix, le barde, et qui chante beaucoup de chansons, et il fallait les hébraïser, trouver des titres en hébreu. Il faut trouver des jeux de mots. En effet, par exemple, quand Abraham Courcis parle qui veut vivre dans une très belle villa, on a mis ça, que c'est une villa à Césarée. Césarée allait très bien avec Jules César et très compris par les Israéliens comme une résidence
Dorit, dans le nouvel opus, dans le papyrus de César, il y a des personnages comme Julian Assange qui s'appelle Double Polémique. Je pense que vous allez avoir du mal. Si jamais vous traduisez cet album d'Astérix en hébreu, vous aurez du mal à trouver. Quid des Astérix dans la langue arabe? Vous m'aviez dit hors antenne que vous aviez participé à une traduction, c'est-à-dire c'est traduit en hébreu et en arabe pour les Israéliens arabes d'Israël? Non, c'était pas du tout pour les Arabes, Valérie. On a eu au Salon du Livre une rencontre entre le traducteur syrien d'Astérix en arabe et moi-même, traducteur hébraïque. Et c'était une rencontre très intéressante parce que, à part le fait de se retrouver ensemble, c'était aussi de voir les restrictions, les limitations, les jeux de mots. Et au fond, on avait remarqué que les choses étaient les mêmes. Est-ce que le sanglier doit rester un sanglier? C'est halal pour les Arabes, c'est kasher pour les Juifs, est-ce qu'il faut changer ou pas? Et nous avons vu que nous avons fait face aux mêmes difficultés et que nous les avons finalement résolues de la même manière. Dorit Dialot, est-ce que vous avez des nouvelles sur, je sais pas, le papyrus de César qui arriverait en Israël? Est-ce qu'on peut l'attendre? Est-ce que c'est bloqué? Voilà Valérie, je crois que les lecteurs l'attendent très impatiemment, comme bien d'autres encore Astérix. Ils nous demandent souvent, à Chai et à moi, et c'est à quand le prochain? Mais là, tout dépend bien entendu des négociations entre ceux qui vont publier ces très beaux albums. Merci beaucoup Dorit Diallo. Écoutez, on vous reprendra à l'antenne lorsque vous serez amené à sortir ce nouvel opus de Astérix. Merci beaucoup. Voilà, un autre irréductible, c'est Albert Elbaz. Le créateur a présenté à Paris sa dernière collection pour la maison Lanvin. Dans une ambiance un peu sombre, il y avait des chaînes au plafond, de la fumée. Eh bien, ce designer a paradoxalement proposé un printemps-été conçu comme un hommage très doux, très sensuel aux fondamentaux de Jeanne Lanvin. L'occasion pour Léa Bouchoucha avec Steven Herbert de revenir sur son parcours. Il n'a jamais voulu mettre son nom sur une marque, mais pourtant, le fantasque Albert Elbaz a imprimé les plus grandes griffes avant de devenir le créateur vedette de la plus ancienne maison de couture française. Sa vie, féerique et très généreuse, pourrait être celle d'un personnage de roman. Dernier-né d'une fratrie de 5 enfants, il a grandi à milieu de tout cela. Celui qu'on appelle le gamin de la banlieue de Tel Aviv est né au Maroc, à Casablanca, le 12 juin 61. Ses premiers dessins de mode, il les griffonne dès l'âge de 13 ans. Depuis, il a décidé de ne plus lâcher les vêtements, d'en faire son terrain de jeu. Surnommé le Woody Allen ou le Coluche de la couture, Albert Elbaz a été formé à l'américaine. Il a fait ses classes chez Geoffrey Binet, à New York, avant de conquérir Paris chez La Roche en 96, puis Yves Saint Laurent en 98 pour de courtes saisons. En 2001, la mécène chinoise Shou Lanwang rachète Lanvin et engage Elbaz comme directeur artistique de la marque. Inutile de se fier aux apparences. Depuis octobre 2001, le styliste à la silhouette ronde, aux immenses lunettes de vue et à l'éternel nœud papillon officie d'une main de maître chez Lanvin. Et son succès éclatant dure depuis 10 ans maintenant. Son credo, rendre les femmes heureuses. Robe aérienne aux formes douces, manteau à ruban, strass vieilli, l'allure Lanvin, délicate, sobre, poétique est encensée à chaque défilé. Un glamour parisien, léger et joyeux. La maison européenne de la photographie célèbre aujourd'hui, en quelques 150 tirages, le couturier bien connu des aficionados. L'institution, consacrée au 8e art, propose une plongée dans l'univers du très discret créateur à la tête de la célèbre maison Lanvin, avec des couleurs éclatantes et des noirs profonds, des flous, des scènes prises sur le vif. Couleurs vives, sequins et dentelles, Albert Elbaz a présenté une collection Lanvin, printemps-été 2016 à la Fashion Week de Paris. Une collection qui a repris tous les standards Lanvin. J'ai découvert une fois de plus le process de make des habits. Ça veut dire de travailler autour du corps, c'est de travailler sur le corps, c'est de travailler dans des ateliers avec des couturières, avec des fils qu'il oublie et qui laissent comme un sort d'un parfum humain sur une robe. Avec une épaisseur, un investissement intellectuel et une profondeur dans ses recherches sur la création, le chirurgien de la mode visite les plus grands classiques et les réinvente avec brio pour les remettre au goût du jour. Mais Albert Elbaz ne s'arrête pas là.
Il collabore à de nombreux autres projets, dont par le passé une collection capsule pour H&M et une ligne de maquillage pour Lancôme. Et comme toujours, la presse est unanime. La Touch Albert, ronde et amicale, nous en met plein la vue. Et maintenant, la pépite, c'est la vidéo qui fait le tour de Twitter et des réseaux sociaux. Les deux comiques Kev Adams et Gad Elmaleh. Tout est possible. Regardez. Salut à tous. Salut. Bienvenue dans la Blue Room. Première fois dans la Blue Room. Première fois pour tous les deux dans la Blue Room de Twitter. Voilà, et vous allez pouvoir nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête. On a des réponses. On est très heureux en tout cas de vous annoncer notre show ensemble. L'année prochaine, ça s'appellera Tout est possible et ce sera en tournée dans toute la France et à Paris en novembre, en octobre 2016. À Bercy. Voilà, à Bercy. Ça va être énorme. Posez-nous vos questions. Hashtag Tout est possible, c'est maintenant. Tout est possible. Voilà, c'est la fin de ce Culture Mag. On se quitte sur le Goncourt. Les jurys ont voté au musée du Pardo. Boualem Sansal est sorti de la liste du Goncourt. Ça, c'est une grosse nouvelle. Et Alain Maboncou également. Reste donc Nathalie Azoulay qu'on a reçue dans le Culture Mag, Toby Nathan, Eddie Cadour et Mathias Sénard qu'on va recevoir très bientôt dans le Culture Mag. À demain. Merci. Même heure, juste après ça, l'info.